Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Stéphanie Kazmarek de passer 1 heure avec nous pour nous dire tout, ou presque, sur les thérapies de l'âme. Ton super livre passionnant, Guérir avec les thérapies de l'âme, est sorti chez le Duc fin mai. Tu vas nous expliquer en fait en quoi ça consiste. Alors on est vraiment dans le champ de la thérapie, hein, voilà. C'est plein de... Ça fourmille de... Oups là, il y a un petit retour. Voilà, je continue. Voilà, ça fourmille d'exemples très concrets pour tout comprendre sur ces thérapies. Présente-toi, Stéphanie, tu es thérapeute. Oui, je suis, en fait, alors je te remercie Stéphanie d'animer voilà, ce webinaire avec les éditions Le Duc. Ça c'est super parce que c'est toujours plus sympa justement de parler en vrai un petit peu d'un livre et de le rendre vivant à l'antenne. Moi je me suis formée aux thérapies brèves il y a maintenant quelques années, hein, ça remonte à 2012 et voilà, ma passion ça a été effectivement depuis tout temps de pouvoir accompagner des personnes. Je le faisais déjà dans mon ancienne vie mais sur mon temps personnel. Et aujourd'hui, j'exerce un certain nombre de thérapies brèves, comme justement l'hypnose, la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, les constellations familiales, la PNL, et puis d'autres thérapies auxquelles je me suis formée également, que je mets moins en avant, en tout cas pas dans le livre. Voilà. Et au-delà de toutes ces thérapies, j'ai eu un cheminement personnel, on va dire, un peu typique à me former voilà, à d'autres approches moins conventionnelles comme l'énergétique, le magnétisme, le chamanisme. Donc j'ai un peu baroudé. Voilà, parce que je suis multicasquette, ce qui m'a permis quand même de voir beaucoup de choses, de voir un petit peu ce que chaque approche pouvait m'apporter dans l'accompagnement aux personnes que je pouvais proposer et de toujours aller un peu plus loin finalement dans ce souci justement d'accompagner les personnes le plus loin possible, voilà, dans leur chemin d'autonomie, de libération, de pacification et puis d'amour d'elles-mêmes surtout. D'accord. Alors explique-nous un peu finalement les thérapies brèves. En quoi se différencient des autres? Alors les thérapies brèves, elles sont orientées solutions. Et elles sont axées sur le changement. C'est-à-dire que d'une manière générale, les thérapies brèves sont assez résolutoires et opératives et elles se réalisent sur une période assez courte. C'est-à-dire qu'on va avoir des changements par rapport à des problématiques données. Je vais peut-être les évoquer tout à l'heure, mais ça va permettre à la personne de pouvoir changer de croyance, changer de comportement, changer des dysfonctionnements, sortir de certains mal-être. Le champ est assez vaste en réalité en thérapie brève, mais en tout cas c'est orienté solution et changement, contrairement à d'autres approches plus classiques qui s'inscrivent plutôt dans une compréhension analytique de nos comportements, mais qui vont pas forcément amorcer un changement automatiquement. Ok. Alors, parlons un petit peu de l'hypnose, parce que ça fait un peu partie de voilà. On parle d'hypnose spirituelle, mais hypnose concrètement. Voilà. Pour expliquer un peu aux personnes qui veulent savoir. Effectivement, il y a différentes approches en hypnose. Alors l'idée, c'est pas de toutes les énumérer, mais nous avons l'hypnose qui va être médicale, qui va être un peu plus directe dans la façon d'être mise en place, qui sera plutôt pour l'analgésie et tout ce qui est problématique d'anesthésie. On a l'hypnose thérapeutique ou ericksonienne de son fondateur, célèbre psychiatre américain Milton Erickson. Et nous avons l'hypnose après d'autres types d'hypnose, la speed hypnose, l'hypnose spirituelle, où là, les différences sont à la fois dans le modus operandi, le processus n'est pas tout à fait le même, même si la personne est mise en état hypnotique, mais où en hypnose spirituelle, on va plutôt remonter dans la ligne du temps, faire des régressions, ce qu'on appelle, c'est-à-dire accompagner la personne à remonter dans le temps, et parfois c'est un temps assez éloigné, puisqu'on remonte dans des mémoires anciennes et très lointaines, que l'on va même appeler vie passée ou vie antérieure. Alors, est-ce que c'est des vies antérieures? Est-ce que c'est des vies intérieures? Est-ce que, au contenu métaphorique, ou est-ce que c'est du transgénérationnel?
la question est ouverte. Mais en tout cas, voilà, cette hypnose spirituelle a été basée sur des expériences cliniques de plusieurs centaines de personnes, notamment par le docteur Michael Newton, le docteur Brian Weiss ou encore Dolores Cannon par la suite, et de nombreux autres aussi. Et en fait, le docteur Michael Newton, le plus connu en tout cas, a pu constater au travers de beaucoup de régressions qu'il pouvait faire, parce qu'il était spécialisé en régression sur les traumas, justement. Et il s'est avéré qu'il a été confronté dans plein de séances à des personnes qui remontaient avec un contenu qui n'était pas un contenu de la vie actuelle de la personne, mais qui, en remontant et en pacifiant un certain nombre de choses, voilà, là où l'emmenait l'inconscient de la personne, dans ces régressions lointaines, permettait justement de résoudre la problématique de la personne. Alors que ce soit un symptôme physique ou que ce soit une autre problématique d'autosabotage, de dysfonctionnements divers et variés, ou de comportements ou de croyances, et ça permettait d'avoir des résultats. Donc il a continué à chercher, à creuser, jusqu'à découvrir tout un monde, on va dire, dans d'autres dimensions temporelles, où il y avait du contenu nécessaire et utile pour les personnes qui faisaient appel à cette approche. Okay. Quand on parle d'hypnose régressive, du coup, c'est la même chose? Oui, alors en hypnose ericksonienne, on peut faire de la régression. On va régresser, on va faire remonter, accompagner la personne à remonter dans le temps, mais dans la vie de la personne, dans sa vie actuelle. Alors c'est vrai qu'après, on va dire que le curseur est, la frontière est floue entre le fait de basculer on va dire, dans un lointain passé, mais on le fait déjà en hypnose ericksonienne pour régler 2 ou 3 petites choses, voilà, pour remonter à l'origine d'une problématique. Alors c'est pas forcément énormément développé en France, ça l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, ainsi que l'hypnose spirituelle qui commence à être un peu plus connue en France, parce qu'il y a eu tout un débat sur les faux souvenirs, où il faut quand même être assez aguerri pour constater si la personne n'est pas en train si elle est en train de vivre un contenu réel avec des réactions spontanées, authentiques, et qu'elle est vraiment dedans, complètement associée à ce qui se passe, ou s'il y a une création mentale rapide, certes, qui pourrait induire à des faux souvenirs. Donc il y a tout ce débat-là, où peut-être que cette hypnose a été moins utilisée dans la partie régressive à proprement parler. Il est facile de distinguer les constructions mentales d'un contenu qui va être pleinement vécu émotionnellement et physiquement par la personne. Voilà un petit peu pour l'hypnose régressive. Merci Stéphanie, on a un petit problème technique. Apparemment, est-ce que tu peux faire un essai de couper ton micro quand je pose la question? Parce qu'apparemment, il y a un retour d'écho. On essaye ça pour la prochaine question? D'accord. Ok. Si j'ai envie, moi, de connaître mes vies antérieures, est-ce que, en fait, c'est utile que je vienne te voir? Excellente question. Ça n'aurait pas trop d'utilité si c'est déconnecté, selon moi, d'un objectif thérapeutique. Moi, c'est ce que j'appelle le tourisme karmique, quand les gens ont une curiosité pour pouvoir aller et découvrir peut-être qu'ils ont été une personnalité connue, etc. C'est pas tout le temps le cas, c'est pas forcément l'objectif des gens. En règle générale, ils ont une vraie problématique qu'ils posent en séance. Ouais. Mais c'est vrai que pour ces personnes qui seraient plutôt dans cette curiosité, sans avoir une problématique à proprement parler, ça sera, alors au pire, au mieux, ce sera décevant parce que elle n'aura pas été une personnalité connue. Par contre, ce qui peut être plus dérangeant et pour la personne, c'est que elle puisse se retrouver à recontacter un contenu qui va pas forcément être intéressant, ou alors qui pourrait être même choquant. Par exemple, des choses qu'elle a pu faire dans une vie du passé, des actes qu'elle aurait pu commettre, etc. Et le fait de découvrir ça pourrait limite peut-être être traumatisant ou impactant ou déstabilisant pour elle. Ça pourrait même venir renforcer des stratégies de culpabilité
qu'elle a déjà aujourd'hui, voire des stratégies de sabotage hein, ou de punition. Donc, faut faire attention parce que l'idée, c'est pas non plus de revenir avec plus de bagages émotionnels, voilà, et que finalement, par rapport à l'effet escompté de résoudre une problématique particulière, un questionnement ou une souffrance, bah, qu'elle se récupère quelque chose en plus, voilà, et qu'elle n'ait pas pu nettoyer ce qui était vraiment important pour elle, ou pacifier ce qui était important pour elle. D'accord. Donc, je comprends que finalement, le tourisme karmique, non, on vient là parce Bah, qu'on c'est te consulte vraiment ouais, on pour pourrait régler un problème. se récupérer des trucs qui seraient pas forcément très très utiles, quoi. D'accord, ok. Dans ton livre, tu présentes donc 3 grandes thérapies spirituelles, les constellations familiales, l'hypnose spirituelle et puis la sophroanalyse. Tu vas nous brosser un peu voilà, le champ de ces 3 thérapies différentes qui ont pas forcément les mêmes effets, voilà, et en tous les cas qui s'appliquent dans différentes, on va dire, mal-être pour lesquelles on viendrait te consulter. On va commencer peut-être par les constellations familiales, si tu veux bien. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et finalement, c'est quoi le plus par rapport à, je sais pas, on va parler du transgénérationnel, c'est quoi par rapport à une psychanalyse classique où on parlerait de nos ancêtres et on essaierait de dénouer les fils? Qu'est-ce qu'elles apportent en plus, ces constellations? Quels sont leurs bénéfices? Et puis à quoi, enfin pour qui ça s'adresse? Parce que par rapport aux personnes qui pourraient nous regarder aujourd'hui, est-ce que du coup, ça serait pour elles? Voilà. Donc, Alors moi, allons-y sur les constellations. ok, moi j'aime bien faire une analogie avec l'ordinateur, c'est-à-dire que pour moi, l'hypnose spirituelle, la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, puisque c'est de cela, de cette sophroanalyse dont il s'agit dans le livre, ou voire même la PNL, etc., ce sont des thérapies individuelles. Hein. Autrement dit, elles permettent de nettoyer notre disque dur, hein, si je fais l'analogie avec l'ordinateur. Et c'est très utile et c'est important hein, de travailler sur soi. Les constellations familiales, elles permettent de nettoyer notre environnement système familial pour le coup, et tout ce que l'on peut porter, hein, cet héritage un petit peu invisible que l'on peut porter de nos ancêtres hein, et qui peuvent avoir des conséquences assez fâcheuses dans notre vie, hein, nous limiter, nous handicaper dans certaines problématiques. Parfois, on peut porter, par exemple, des colères ou des culpabilités de nos ancêtres. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui était venu me voir et qui portait la culpabilité et la honte d'un ancêtre hein, qui avait commis des crimes de guerre, par exemple. Et elle se coltinait toute cette culpabilité qui ne lui appartenait pas, mais qui lui bouffait l'existence au quotidien. Une autre personne, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours maintenant, qui est venu me voir et qui portait, alors c'est plutôt un homme, qui portait la colère de son père, qui lui-même portait la colère de son arrière-grand-père. Donc ça remettait du lien, voilà, ça a permis de pacifier les liens d'une part, de remettre les différents personnages voilà, à leur place dans le système, de réhabiliter chacun en fait à sa place, de remettre du lien d'amour entre ces différentes personnes pour ne plus avoir à porter et libérer la personne évidemment, le descendant qui avait pu récupérer cet élément un peu exclu du système. Alors ça peut être les éléments exclus, ça peut être des bébés avortés ou tués, ça peut être un secret de famille. Voilà, le grand-père ou l'arrière-grand-père n'est pas notre arrière-grand-père. Voilà, dans la filiation, il y a un problème et celui qui va se coltiner ça, hein, qui va se le récupérer dans le système, parmi les descendants, pour peu que ce soit toi ou moi ou l'heureux élu, il aura un problème d'illégitimité, par exemple. Ça peut être aussi voilà, des abus sexuels qui ont été commis, ça peut être des ancêtres hein, qui ont eu des vies avec des autosabotages terribles et par résonance, il y a un petit-fils ou une petite-fille qui va porter, qui va vivre la même vie par fidélité pour cet ancêtre qui a été oublié dans le système. Voilà. Ça peut être un demi-frère ou une demi-sœur oublié. Hein, moi, par exemple, ce que j'explique dans mon bouquin, justement, c'est que voilà, il y avait une personne qui ne savait pas qu'elle avait un demi-frère et qui se tapait depuis des mois un torticolis sur le côté droit. Voilà. Donc, elle avait posé cette problématique hein, pour le torticolis. Il s'est avéré que c'était regardé à droite hein, dans le système paternel qu'il y avait un élément qui avait été oublié, notamment un frère, un demi-frère.
donc elle ne connaissait pas. Voilà. L'existence. Il y a des choses comme ça qui peuvent remonter et qui nous permettent justement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer de cet héritage invisible qui peut vraiment nous entraver au quotidien et de nous redonner toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et pacifier tous ces liens. D'accord. Donc du coup, les bénéfices sont assez, j'imagine, assez rapides et spectaculaires. Est-ce qu'en une constellation, par exemple, tu mets le doigt tout de suite sur quelque chose? Comment est-ce que ça peut se passer? Là, c'est encore plus spectaculaire, ou en individuel avec des Playmobil. Systématiquement, il y a des Playmobil, c'est-à-dire, explique-nous ça. C'est-à-dire qu'en individuel, comme on n'a pas d'autres personnes pour jouer les protagonistes que l'on va mettre sur le théâtre de guérison, sur la scène qui se déroule devant nous, on va faire. D'accord, parce qu'en fait, c'est ça, tu fais jouer, il y a on va dire l'environnement familial ou le schéma familial est joué, mise en scène. Voilà. Soit en demandant, voilà, là c'est la problématique, tu vas choisir un personnage pour te représenter toi, la problématique, la solution, ou le grand-père, la grand-mère, ou que sais-je encore. Des choses parfois vont se révéler dont on ne savait pas du tout l'existence. Et puis d'autres fois, ça va permettre justement des discussions symboliques qui vont apaiser. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que souvent moi les clients me disent ah bah oui, c'est drôle avec des Playmobil, ça doit être rigolo, tout ça. En fait, c'est tout sauf drôle parce qu'il y a beaucoup de charges émotionnelles qui sont libérées et que c'est très très fort, c'est très très percutant, c'est très impactant. Et du coup, justement, toute cette résolution, elle se fait en une séance. Il y a vraiment une fonction résolutoire avec des effets plus ou moins significatifs selon la problématique, mais qui sont assez rapides quand même, voire quasiment quasi immédiats. Alors, parfois c'est quasi immédiat, et puis parfois ça met le doigt sur quelque chose qui est révélé, quelque chose d'un peu plus lourd, voilà, un secret de famille un peu plus lourd. Il va être plutôt conseillé quand même, ça va être comme une invitation à travailler sur soi en individuel, avec une thérapie individuelle pour le coup. Alors, moi je prône plutôt les thérapies brèves, voilà, c'est ma préférence, mais ça va permettre parfois, la constellation va permettre, c'est un peu comme un booster de thérapie en fait. Elle va accélérer des choses qu'on peut déjà travailler en thérapie, décanter des choses plus rapidement en booster, ou alors elle va inviter à ok, là ça a mis la lumière sur quelque chose de costaud, un abus, ou le fait que il y a un problème de filiation quand même dans la lignée paternelle. Bon, là, forcément, ça va être un peu plus lourd et ça va être important d'être accompagné dans ces cas-là et de commencer peut-être une thérapie individuelle pour pas être déstabilisé par rapport à ce qu'on va apprendre aussi. Même si c'est nettoyé, ça peut quand même apporter des petits bouleversements quand même dans la vie de la personne selon ce qu'elle va découvrir. Donc, c'est important qu'elle puisse se faire accompagner aussi par rapport à ça. Ok, intéressant. Je lis en même temps les questions. Merci Sophie Lemel, et puis on reviendra peut-être, on se fera un petit quart d'heure à la fin pour les questions-réponses, mais on n'oublie pas si ça peut aider des personnes qui ont fait des NDE. Ok. La sophroanalyse des mémoires prénatales de l'enfance, voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Sophrologie, on connaît un peu. La sophroanalyse, c'est encore une chose différente. Déjà, est-ce que tu peux bien nous expliquer, faire la part des choses entre les deux, la sophrologie et la sophroanalyse, qui est encore autre chose, des mémoires prénatales, encore autre chose. Voilà. Tu nous aides beaucoup. Alors, ce livre, il est hyper clair, avec un schéma d'enfer à la page 163, et avec en plus une image du lotus. Et tu nous expliques, tu nous cadres hyper bien. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que du massage à du coaching, à de l'art-thérapie, au Gestalt, aux constellations familiales, PNL, EMDR. Tu nous situes en fait exactement tout le champ de ces thérapies différentes. Tu nous aides à nous y retrouver. C'est très pratique, c'est vachement bien. Et voilà. Et donc, tu vas nous expliquer donc, la sophroanalyse des mémoires prénatales par rapport à la sophrologie tout court. Justement, oui, j'ai fait ce graphe pour essayer de situer. Alors évidemment, il n'est pas exhaustif, il n'est pas complet, mais ça permettait quand même de situer dans les grandes lignes un petit peu les choses. Donc il y a deux axes. Il y a l'axe du développement personnel et tout ce qui est soit lié au corps ou à l'esprit, plus
au niveau cognitif. Et puis, il y a l'axe, on va dire, plus thérapeutique, hein, qui se situe au niveau en dessous, hein, de la fleur du lotus, où là, on va descendre plus ou moins dans l'inconscient, alors dans les choses plus soit analytiques, hein, sur du long terme, dans la compréhension de nos fonctionnements, ou plus thérapie brève, orientée solution. Donc, ça permet quand même, selon ces deux, de situer un peu les approches des unes des autres, même si c'est pas parfait, hein, comme représentation, mais au moins ça permet quand même de donner des grandes lignes. Donc la sophrologie typiquement, après il y a différents types de sophrologie bien évidemment, différents types de formations. Donc ma réponse ça va être que caricaturelle et forcément synthétique, parce que je peux pas décrire toutes les approches en sophrologie, mais dans l'idée quand même, on est plutôt dans du développement personnel et on va être plutôt dans une approche qui va permettre de développer la conscience corporelle, hein, la conscience du corps et de libérer, pourquoi pas, un certain nombre de charges émotionnelles par rapport au corps, les cuirasses, hein, émotionnelles, etc. Mais avec un travail respiratoire, un travail avec le corps en dynamique ou en passif, hein, dans des états de sophronisation ou dans des états de dynamique. Voilà. Après, évidemment, il y en a qui vont un peu plus loin dans tout ce qui est thérapeutique, mais on va dire quand même c'est quand même centré autour du corps et de l'émotionnel. La sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance n'a absolument rien à voir avec cela. Oui, ça va intégrer la dimension du corps, donc je dirais que c'est le seul point commun, hein, mais comme beaucoup de thérapies qui peuvent intégrer la dimension corporelle, mais la sophroanalyse, elle va intégrer tous les niveaux. C'est ça que j'aime bien dans la sophroanalyse, entre autres, hein, parce qu'il y a différents points qui sont quand même assez fortement intéressants. C'est qu'elle va intégrer la dimension corporelle, elle va intégrer la dimension émotionnelle, la dimension cognitive et psychologique, et aussi spirituelle, dans le sens connaissance de soi. Oui. Et ça, ce qui est génial, c'est que la sophroanalyse, donc alors des mémoires prénatales, hein, parce qu'il y a différents courants en sophroanalyse, donc moi, c'est vraiment celle-ci en particulier dont je parle et pas d'une autre, pas des autres qui existent. Mais en tout cas, celle-ci, c'est une approche psychocorporelle, d'une part, qui intègre toutes ces dimensions que je viens de citer, mais qui a la particularité d'être découvrante. Alors, explique-nous ce que ça veut dire. Ouais, c'est intéressant, ça, cette notion. Ouais. Par rapport à d'autres thérapies brèves comme la PNL ou l'hypnose, puis d'autres encore, hein, mais c'est celle-ci que je connais bien, ces thérapies n'ont pas vocation, sauf dans le cadre de la régression, mais c'est assez particulier, elles n'ont pas vocation de remonter à l'origine du symptôme ou du problème. Hein, on va juste accéder, mettre la personne en état hypnotique, voilà, pour accéder à son inconscient et avec un discours de suggestion, donner, on va dire, des directives suggestives à son inconscient, qui est un réservoir de ressources extraordinaires, pour l'accompagner à changer des croyances limitantes sur elle-même, ou sur d'autres personnes, ou sur le monde, et puis de changer des comportements dysfonctionnels voilà, chez elle, dont elle a envie de se libérer. Donc, on va donner des ressources, on va accéder à cet inconscient pour lui donner des informations. En PNL, on va même travailler avec des systèmes d'ancrage, etc. En sophroanalyse, c'est pas du tout ça. En sophroanalyse, on ne contourne pas l'origine du problème, au contraire, on va aller guidé par l'âme du sujet, par sa conscience supérieure ou son inconscient, peu importe le nom qu'on lui donne, cette intelligence qu'il y a en chacun de nous, on va demander à cette intelligence de ramener la personne, et c'est elle qui le demande elle-même d'ailleurs, c'est ça qui est génial, le thérapeute n'est absolument pas dirigiste, lui, il écoute d'abord, donc la personne va solliciter son âme pour être ramenée à l'origine du problème au moment où il s'est inscrit dans son histoire, dans sa ligne du temps. Et ça peut être à n'importe quel endroit dans sa ligne du temps. Hein. Ça peut être prénatal, alors même préconception, donc vie antérieure, vie passée. Ça peut être à la conception, ça peut être lors de la vie intra-utérine, à différents moments d'ailleurs. Ça peut être à la naissance, qui est souvent un événement traumatique pour beaucoup de bébés. Et ça peut être également dans la petite enfance. Hein. Donc là, on va ratisser large, j'ai envie de dire, et la personne va être accompagnée jusqu'à cet endroit. Là, à ce moment-là, le thérapeute, donc moi en l'occurrence, ou tous ceux qui le pratiquent, vont commencer à devenir des Colombo en puissance, l'inspecteur Colombo. C'est-à-dire qu'on va commencer à poser des questions très factuelles, sans rien induire, juste pour comprendre, où est-ce que l'âme de la personne l'a ramenée, qu'est-ce qui se joue pour elle à cet endroit-là et à cet âge-là, qu'est-ce qu'elle met en place. Alors, c'est souvent des événements traumatiques. Moi, je les appelle des empreintes. Oui.
C'est plus ou moins traumatique forcément parce que ça a été la plupart du temps refoulé. Hein. C'est pas forcément des choses dont les personnes se souviennent. Et une fois qu'on découvre un petit peu ce que la personne a mis en place en termes de croyances sur elle, je dis n'importe quoi, par exemple une personne qui a des problèmes d'estime d'elle-même, qui ne croit pas en sa valeur, c'est assez récurrent dans sa vie, etc. Parfois il peut y avoir derrière des empreintes de non-désir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, son âme l'a ramenée à 1 mois dans la vie intra-utérine et elle a entendu une conversation comme quoi elle n'est pas désirée par le père, la mère ou le grand-père ou je ne sais qui encore. Et il y a un impact extrêmement fort sur l'embryon à ce moment-là qui a quand même une conscience, certes archaïque, mais quand même une conscience et qui déjà imprime un certain nombre de choses et va développer des croyances de je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimé, on ne me désire pas, je ne suis pas accueilli, je n'ai pas de valeur, etc., etc. Avec un sentiment de tristesse profonde qui pourrait être récurrente dans la vie de la personne, hein, par exemple. Après, ça peut être, alors quand c'est une tentative d'avortement, là je dirais que les stratégies de sabotage, voire de destruction sont extrêmement fortes. Là, la mésestime, elle, à son paroxysme dans le profil clinique de la personne. Elle va être dans une dévalorisation extrêmement forte, mais surtout, elle sera dans une insécurité permanente. C'est-à-dire, où qu'elle se trouve, elle n'arrivera pas à se sentir en sécurité. Elle va plutôt développer des comportements d'hypervigilance, de contrôle. Elle aura peur des autres, hein, d'une manière générale. Le monde sera dangereux, etc., etc. Hein, donc, ça peut avoir des conséquences. Tout ce qui se passe dans notre vie, même en des temps très reculés, peuvent avoir un impact extrêmement fort sur des comportements que l'on aura à l'âge adulte, dont on ne sait pas d'où ils viennent, mais qui nous, quand même, nous empoisonnent l'existence. Ok. Alors, quand est-ce que ça devient finalement donc découvrante, parce que on comprend que c'est comme si on levait le voile sur quelque chose et ça se fait très spontanément. D'ailleurs, je me demandais en t'écoutant, mais alors tu nous mets dans un état sophronique assez léger, on va dire, et notre âme ou notre conscience supérieure, on l'appelle un peu, voilà, peut-être chacun son champ lexical, mais notre conscience supérieure, notre âme répond tout de suite. D'ailleurs, comment faire la différence entre, je ne sais pas, est-ce que c'est mon mental qui répond ou est-ce que c'est vraiment une part de moi qui s'exprime que je ne connais pas, qui a un message à me dire, à me donner. Et puis, est-ce que du coup, comment les bénéfices, voilà, comment est-ce que toi, tu vérifies quelque part les bénéfices pour la personne? Est-ce que c'est pérenne dans le temps? Ça a l'air un peu magique, ça, du coup, cette interrogation de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué pour toi à la naissance ou avant? Peut-être déjà sur la différence entre le mental. Est-ce que qui répond en fait? Qui répond quand la personne répond? Voilà. Alors, je vais répondre à la dernière question et puis après à toutes les autres parce qu'il y en a un paquet là. Ouais. Donc, alors, qui répond là, en sophro-analyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, on n'est pas en état sophronique, on est dans un état élargi de conscience, c'est-à-dire qu'on est pleinement présent en soi. D'accord. Dans une forme de même d'hyperconscience. Hein. Donc, ça va passer énormément par des ressentis corporels. Ça peut venir avec des images, hein, parce que chacun est un peu différent. Donc, la personne peut avoir des images qu'on va évidemment confronter avec les ressentis corporels. Il faut qu'il y ait une cohérence. Ou sinon, là, on est effectivement, s'il n'y a pas de cohérence entre des choses qui viennent et puis un ressenti corporel, il y a un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est pas une construction mentale? Hein. Il faut toujours valider cette cohérence, ça c'est hyper important, parce que quand ça vient, quand c'est ressenti, le corps ne ment pas. C'est spontané, c'est automatique. Après, tout le tricotage qu'il peut y avoir au niveau du mental, il faut faire attention. Tout le monde tout le monde ne tricote pas de cette manière-là, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut juste faire la part des choses. Et ça, c'est quand on accompagne, on est aguerri à ce genre de choses. Au bout d'un moment, on fait la distinction entre ce qui vient spontanément, ce qui peut venir justement de cette intelligence qui nous guide et qui va passer par le corps, plutôt que de tout ce qui est construction mentale déconnectée d'une réalité corporelle. C'est pour ça que la dimension du corps est tellement importante, parce que c'est là aussi où on intègre. Donc on est en état élargi de conscience, et elle est découvrante parce qu'on va à l'origine de ce qui a mis en place la limite. Autrement dit, voilà, quelque chose qui, cette insécurité dont je parlais tout à l'heure, permanente, hein, qui bouffe l'existence de certaines personnes ou qui ont peur dès qu'elles sont visibles, elles sont dans une terreur pas possible parce qu'elles ont peur qu'on puisse leur faire du mal. Ça peut provenir, c'est pas que ça, mais ça peut provenir
d'une empreinte de tentative d'IVG vécue à quelques mois de grossesse dans le ventre de leur mère. À partir de ce moment-là, son âme va la ramener à cette empreinte-là ou à une autre. Ok. Et on va pouvoir mettre de la lumière sur tout ce qui a été vécu in utero, pour l'exemple évidemment de la tentative d'IVG ici présent. On va pouvoir permettre à la personne de libérer des émotions énormes, notamment des grosses colères, parce qu'elle ne va pas s'autoriser à être en colère, mais une énorme colère vis-à-vis de la personne qui a fait l'acte, que ce soit la mère ou le père ou autre. Et une fois que toute la libération émotionnelle est faite, on va pouvoir restructurer, c'est-à-dire amener la personne à comprendre un petit peu qu'est-ce qui a motivé ses actes, montrer que ça n'a rien à voir avec elle en réalité, mais tout à voir avec l'histoire de ses parents, etc. Et donc, à un moment donné, de lui permettre de changer ses croyances. Pas que non, voilà, il n'y a pas du mésamour ou quoi que ce soit, on élargit son prisme de conscience, d'accord, et de son vécu de l'époque pour amener de nouvelles croyances aidantes à la place des anciennes et d'amener de nouvelles décisions en termes de stratégie comportementale. Donc, chaque séance est résolutoire et opérative. C'est ça qui en fait. Alors, c'est pas un outil magique, aucun outil n'est magique, mais c'est vrai que avec cette approche, on va nettoyer, pacifier et remettre de l'amour là où il n'y en avait plus. Et ça change tout parce que la personne va pouvoir réunifier ses bouts d'elle en souffrance, quels que soient les endroits, que ce soit dans la vie utérine, dans une vie passée, dans la petite enfance par rapport à des événements traumatiques qu'elle aurait pu vivre. Et tous ces petits bouts en souffrance vont être pacifiés, guéris, avec un nouveau lien d'amour envers soi et envers les différents protagonistes. Et elle va pouvoir réunifier tous ces bouts d'elle, totalement libérés, lumineux et avec amour, quoi. Donc, ça va lui permettre de retrouver au fur et à mesure son unité, voilà, et d'être plus dans l'amour d'elle-même, plus dans cette autonomie et d'être actrice de sa vie en réalité. Donc, voilà, ça se fait pas sans effort, faut quand même le vouloir, parce qu'il faut une certaine dose de courage, de persévérance et de motivation pour aller nettoyer un certain nombre de choses qui sont pas toujours sympas à voir, mais bon, par rapport à 20 ans de souffrance, tout est relatif. Voilà. En effet. Ok, donc des bénéfices là aussi très concrets. Moi, à la fois. Excuse-moi Stéphanie de te couper, mais justement, constater parfois, l'hypnose et la PNL, par exemple, sont des approches redoutablement efficaces, les constellations aussi. Mais il s'avère que dans certains cas de figure, quand il y a certains comportements qui sont ancrés depuis l'enfance, qui sont vraiment installés, qui font partie prenante de la personnalité, il y a des choses qui vont être plus tenaces à enlever. Donc, la charge émotionnelle sera diminuée, mais pour autant, c'est pas pour autant que la mécanicité comportementale va être totalement éradiquée. Et moi, j'ai pas trouvé d'autres façons, d'autres approches aujourd'hui qui ont permis justement d'aller déraciner ces mécanicités limitantes chez certaines personnes. Et parfois, on ne peut pas faire l'économie de ne pas aller voir ce qui s'est passé à l'origine. Et c'est vrai que la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, sur cet aspect-là, est juste extraordinaire, sur d'autres aussi bien sûr, mais extraordinaire justement pour aller à l'origine de cela et de déraciner. Et donc les changements, moi j'ai constaté avec les clients que j'ai pu accompagner, les personnes que j'ai pu accompagner, en tout cas quand elles avaient été jusqu'au bout de leur thérapie, que les effets étaient pérennes dans le temps, ça ne revenait pas. Parfois, en hypnose, sur des choses un peu lourdes, il y avait une réactivation d'une émotion, d'une peur, d'une terreur, etc. Alors, pas des phobies, c'est un peu différent, mais parce qu'il y avait des choses plus lourdes qui n'avaient pas été nettoyées derrière et qu'on n'avait pas été voir. Et que la personne n'avait pas envie d'aller voir. Et c'est OK. Donc, si je comprends bien, pour reformuler, si j'ai envie, par exemple, vraiment d'aller direct à la racine de mon problème et pas forcément juste de régler temporairement, ou même de façon plus pérenne, mais juste régler mon comportement, par exemple. Si je veux vraiment mettre le doigt et aller directement sur la source de ma problématique, tu conseilles finalement plutôt la sophroanalyse. Alors du coup, dans ce que je comprends, finalement, c'est ça? Oui, pour un certain nombre de choses qui sont ancrées depuis très longtemps et qui sont tenaces et qui veulent vraiment, comme je dis, j'aime à dire, faire les fonds de tiroir et puis se débarrasser et ne plus avoir à y revenir. Après, la PNL, l'hypnose, même l'hypnose spirituelle, sont des techniques redoutablement efficaces sur plein d'aspects. Je veux dire, en une séance d'hypnose,
une phobie. Parfois, il y a des personnes qui ont des symptômes physiques qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, dont on leur dit qu'il n'y a aucune cause médicale et pour autant, grâce à une séance d'hypnose spirituelle, vont être libérés de cela. Donc c'est vraiment au cas par cas, chaque personne est unique. Tout le monde n'a pas envie de faire un travail profond. Ouais. Toutes ces thérapies sont évidemment tout à fait complémentaires à une approche plus classique, que ce soit de la psychanalyse, que ce soit de la psychothérapie. Elle ne se substitue à aucun traitement médical, bien évidemment. Et puis, il y a des contre-indications pour certains profils. Évidemment, les psychotiques, c'est pas interdit. Pour les enfants aussi, voilà, on ne fait pas de sophroanalyse, d'hypnose spirituelle encore moins pour un enfant. D'hypnose classique, on peut. Et puis, pour les personnes qui sont borderline ou les personnes qui sont extrêmement dépressives, il va falloir d'abord les stabiliser. Voilà, en leur donnant des ressources avant d'entamer un travail qui pourrait être un peu trop déstabilisant avec ce type d'approche. D'accord. Évidemment. Voilà. Mais ça, c'est du bon sens après. Enfin, je le rappelle quand même, parce que c'est important de le rappeler. Oui, tout à fait. Mais c'est important d'avoir en tête, bien sûr. On déconseille aussi aux femmes enceintes de consulter en sophroanalyse, voire même en hypnose spirituelle, justement par rapport à des chocs qu'elles pourraient avoir, des choses un peu émotionnellement fortes qui pourraient impacter le bébé, ce qui me paraît logique aussi, mais c'est aussi important de le rappeler. D'accord. Par rapport à la sophroanalyse donc des mémoires prénatales, on entend aussi souvent parler de thérapie comme le rebirth. Est-ce que c'est la même chose ou pas? C'est quoi la différence s'il y en a une? En fait, il n'y a pas trop de rapport dans le sens où le rebirth est une approche qui permet par la respiration consciente, plus ou moins accentuée, rapide ou lente, selon, qui permet de libérer des charges émotionnelles, libérer des cuirasses, libérer des charges émotionnelles, alors que la personne est, pendant la séance, un contenu qui vient de ce qui se passe et de ce qu'elle libère ou pas. Parfois, elle n'a aucune conscience de ce qu'elle libère et parfois, il y a des informations qui remontent et elle a une petite idée de ce qu'elle est en train de libérer. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment un travail par la respiration où on libère des choses qui sont stockées dans le corps, par la libération, par la respiration. En sophroanalyse, les mémoires prénatales, même comme en hypnose spirituelle d'ailleurs, c'est pas du tout ça. On n'est vraiment pas, il n'y a pas un travail de respiration particulier. Au contraire, on a plutôt une respiration tout à fait normale et on se laisse guider par son âme ou son inconscient. Et justement, pour répondre à ta question là-dessus, parce que c'était une question que tu avais tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu, moi, dans mon livre, j'ai proposé une convention. Moi, ce que j'entends par âme, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif selon Jung, ou l'inconscient tout court. En tout cas, cette intelligence qui dépasse largement notre petit moi égotique, que l'on appelle aussi le soi avec un grand S, et qui a cette intelligence qui sait déjà tout et qu'on peut solliciter pour nous aider. Donc c'est au-delà du conscient, évidemment, c'est tout ce qui n'est pas conscient, forcément par définition, mais aussi au-delà du psychisme humain. On n'est pas du tout dans du cognitif, on n'est pas du tout dans du mental, on est au-delà du psychisme humain. Voilà. Donc c'était cette définition que moi je proposais dans le livre, juste pour savoir de quoi on parle et qu'il n'y avait aucune connotation ni religieuse ni ésotérique au sujet du mot âme. C'était dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre. D'accord, dans le sens jungien. Tu parles aussi dans ton livre de vie occurrente et de vie racine. Et alors ça, j'ai trouvé ça passionnant, ça m'a interpellée. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer en quelques mots? Après, je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent et j'aimerais aussi qu'on ait le temps d'y répondre. Voilà. Donc, vie occurrente, vie racine. À quoi ça sert de savoir ça? Alors, racine, c'est en hypnose spirituelle. Je me suis rendu compte pendant ma pratique que, je vais prendre le cas de Didier parce que c'est le cas du livre, mais enfin j'en ai tellement de toute façon à citer. Je me suis rendu compte très rapidement, ou avec certaines personnes, qu'on allait dans des vies occurrentes, c'est-à-dire des vies du passé. C'est-à-dire son âme l'a ramené dans une vie du passé, où la personne rejouait un peu comme un copier-coller de sa vie actuelle. Un autre scénario, mais qui porte la même voilà, dans les grandes lignes. Différent, un décor différent, une époque différente, mais un peu le même schéma. Voilà, le même schéma.
Et alors, justement, le cas de Didier, hein, c'est quelqu'un qui est venu me voir. Alors, je l'appelle Didier, c'est pas son vrai prénom, mais voilà, pour des raisons de confidentialité. Donc, très en colère envers sa mère, une colère qui s'explique pas beaucoup, sous emprise quand même de sa mère, n'arrive pas à s'épanouir dans un couple ni à rencontrer quelqu'un. Enfin, il a un certain nombre de problématiques, mais en tout cas, celle-ci ressortait davantage que les autres. Et, euh, et on a fait quelques séances ensemble. Il y a eu tout un accompagnement qui a été fait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, il nous ramenait systématiquement, enfin son âme le ramenait dans des vies occurrentes, c'est-à-dire dans des vies où il y avait ce même schéma dans sa vie, euh, et notamment, par exemple, une vie occurrente où il est dans le ventre de sa mère, d'une femme, hein, voilà, c'était sous la Seconde Guerre mondiale, en Alsace, bon, bref, et une femme qui se fait lyncher par les villageois. Bon, elle a collaboré visiblement, hein, il semblerait qu'il y aurait des choses de ce genre qui sont ressorties pendant la séance. Et donc lui est à l'intérieur du ventre, et donc il se fait tuer en même temps qu'elle se fait tuer elle, hein, la mère. Bref. Et systématiquement, il est dans des positions de victime, un peu comme la victime qu'il est avec sa mère dans sa vie actuelle. Dans toutes les vies occurrentes, tu veux dire? Dans toutes les vies occurrentes. C'était la même structure de vie où il rejouait la position de victime. Donc, alors ça permettait de nettoyer deux ou trois petites choses, hein, c'est-à-dire sa peur des hommes, la violence des hommes, le fait que lui se rejetait aussi, voilà, sur tous ces aspects-là, il n'arrivait pas à prendre sa place. Bon, ok, mais ça changeait pas finalement le problème que il était toujours dans ce rôle de victime et il n'en sortait pas. Donc à un moment donné, fort de ce constat, en fait, on a été plus loin, c'est-à-dire que j'ai demandé vraiment à son inconscient, à son âme, de nous emmener à la vie racine de ce qui avait généré ça pour régler une bonne fois pour toutes le contentieux avec la maman, parce que sinon, je veux dire, ça se répète, et on s'en sort pas, quoi. Et ça le confortait dans cette position de victime, en plus, et dans son bon droit. Oui, donc, le problème, c'est qu'il n'était pas acteur de sa vie, hein, à cause de ça. Hein, donc, ça avait quand même des inconvénients majeurs et des avantages pour nous. Bref, donc dans cette vie racine, en fait, on s'est rendu compte, hein, enfin le contenu qui a émergé, je vous le fais en synthèse parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer sinon. Globalement, c'était un homme, alors c'est dans les contrées des Amériques, période des colonies des Amériques, hein, donc ça remonte un peu loin, dans des contrées assez rudes, assez retirées, hein, dans l'arrière-pays, etc. Où là, il est un père extrêmement violent qui maltraite terriblement sa fille. Et il finit par la tuer. Je vous passe les détails sordides, ça n'a aucun intérêt. Mais toujours est-il que il se rend compte que il avait cette facette de lui, hein, cette violence complètement occultée, et surtout il se rend compte que sa fille de l'époque n'est autre que sa mère aujourd'hui. La messe est dite. Autrement dit, s'il avait été victime aujourd'hui, il y avait des raisons au fait qu'il y ait quand même un petit contentieux avec sa mère. Et ce contentieux, il datait de cette période-là. Donc, on avait beau essayer de nettoyer des vies occurrentes, on aurait pu en nettoyer des pelletés. Je veux dire, ça l'aurait aidé à la marche sur plein de choses, mais pas sur l'essentiel. C'est-à-dire reprendre sa vie en main et pouvoir enfin s'épanouir et construire à lui-même une famille. Hein. Donc là, il a pu, voilà, au travers des actes qui avaient été posés à l'époque, il a pu présenter ses excuses à cette jeune femme qui était sa fille à l'époque et qui est sa mère aujourd'hui, pour pacifier les liens voilà, entre les différents protagonistes. Et à partir de ce moment-là, il a pu réintégrer cette partie de lui libérée pour pouvoir voilà, enfin se prendre en main et arrêter de s'auto-punir par rapport à ce qu'il avait pu faire et de rester dans une position de victime qui subit des affres de sa mère. Voilà, je vous le fais très caricaturalement parlant parce que ça méritait beaucoup plus de développement. Je veux pas que ce soit voilà, trop schématisé ou caricaturé, mais enfin c'est difficile là de pas pouvoir en dire plus voilà, dans ce cadre, compte tenu du temps qui est limité. Voilà. Et puis moi, je vais peut-être squeezer mes questions. J'en ai quand même une que je veux garder pour qu'on réponde. Hop, je vais aller voir aussi là. Voilà. Hop, pour pouvoir passer aux questions de nos auditrices. Bon, alors, deux en une en fait.
est-ce que c'est hyper important que je croie ou pas aux vies antérieures ou que je sois dans cette démarche spirituelle pour suivre ce genre de thérapie? Ma première question. Voilà. Et puis, quel conseil tu nous donnerais pour trouver le bon thérapeute spirituel? Parce qu'on sent que faut le choisir avec précaution. Voilà. Donc, deux questions en une, et puis après, on enchaîne avec les autres. La question précédente, tu m'as dit que c'était justement par Est-ce que rapport… je dois, ouais, voilà, est-ce que je dois nécessairement Non. croire en vie antérieure ou être dans une démarche, voilà, d'ouverture à ces pensées-là pour suivre ces thérapies? En fait, évidemment, pour l'hypnose spirituelle, vu la façon dont c'est présenté, une personne qui ne croit pas en tout cela, il y a peu de chances qu'elle vienne consulter en hypnose spirituelle. Ça, c'est juste une évidence. Ouais. Néanmoins, elle pourrait avoir la curiosité, quand bien même elle n'y croirait pas, et en sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance, quand bien même aussi en constellation familiale, hein, parce que Oui. voilà, on travaille avec le champ morphique, hein, c'est-à-dire Ouais. ce champ informationnel qui est quand même là et dont sont investis les différents protagonistes. Et le système de la famille, ouais, ouais. Voilà, on n'a pas besoin d'y croire pour vivre l'expérience. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai constaté auprès de plein de personnes qui ont consulté et qui n'avaient absolument pas ce système de croyance et qui pour autant ont vécu des vies du passé, etc. Finalement, qu'on puisse l'expliquer rationnellement ou pas, que ça existe scientifiquement ou pas, que ça ait été prouvé ou pas, finalement, on s'en fout un peu. C'est un contenu, s'il émerge, c'est qu'il y a une raison et qu'il a besoin d'être traité et ça va fonctionner pour la personne, ça va l'aider à solutionner quelque chose. À partir de ce moment-là, ça reste thérapeutique et c'est utile. Donc, moi, j'avais l'exemple d'une cliente que je vais appeler Florence, hein, qui était venue me voir parce qu'elle ne s'autorisait pas à sortir seule. À chaque fois pour sortir, pour faire aller une expo au Cinoche, à un concert ou autre, il fallait qu'elle soit accompagnée. Donc, c'était quand même assez handicapant pour elle. Donc, on a fait un travail en hypnose classique, au départ en régression. À l'époque, moi, j'étais pas formée à l'hypnose spirituelle. Et alors, elle nous ramène, enfin, je veux dire, il y a un contenu qui émerge absolument inattendu pour moi à l'époque, hein, surtout. Alors, même si j'étais ouverte à ce genre de choses et que j'avais quand même lu des choses là-dessus, je ne savais pas du tout voilà, comment gérer ce genre de choses. Elle me ramène à début du 20e, une maison, on est en temps de guerre, voilà, et elle se voit être un jeune garçon de 15 ans avec sa mère, qui sont en train de fuir la maison parce qu'il y a des pillards qui arrivent, voilà, et qui se cachent dans la forêt. Et la mère lui dit, écoute, toi tu bouges pas d'ici, je veux que tu restes là quoi qu'il arrive, je vais voir s'ils sont partis et s'il y a plus de danger. Sauf que la mère, elle est jamais revenue. Et quand l'enfant sort au bout de quelques jours, affamé, etc., il découvre sa mère morte à côté de la maison et il finit par errer dans la forêt à mourir de tristesse. Bon. Moi, je ne savais pas comment régler ce truc-là. Hein. C'était déjà une vie du passé qui se présentait, en tout cas un contenu de ce genre. Et donc, on a rejoué. Je me suis dit, c'est une vie tellement éloignée. Bon, on va essayer de réécrire un peu le scénario, hein, puis on va le faire un peu. Donc, j'ai fait quelque chose d'artisanal à l'époque, intuitivement, pour rejouer le scénario et pour qu'elle puisse s'affranchir de cette promesse qu'elle avait faite, pour sortir de sa cachette. Hein. Vous voyez le parallèle quand même par rapport au fait qu'elle s'autorisait pas à sortir. Voilà, avec quelqu'un. C'était toujours cette promesse qui la liait encore aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de l'affranchir de ça, hop, de la faire sortir de sa cachette et elle avait pu aller sauver sa mère et ça a changé tout. Et il y a eu des résultats pérennes derrière puisqu'elle a pu à nouveau sortir. Donc voilà un petit peu. Et c'était pas du tout dans son système de croyance initiale, absolument pas. D'accord, d'accord. Donc oui, c'est possible. Ok. En une minute, le conseil, le premier conseil et unique allez, que tu donnerais si quand on doit choisir un thérapeute sur ces champs-là, spirituel, de l'âme, voilà, ça serait quoi le truc vraiment à retenir? Alors moi je pense que tout thérapeute mérite ses consultants, mérite son thérapeute. Donc, il y a toujours des choses qui se manifestent d'inconscient à inconscient et on choisit jamais les gens par hasard, hein, selon qu'on a envie d'avancer ou pas. Voilà, donc c'est après tous les thérapeutes sont bons, mais c'est une question d'affinité aussi. Je dirais qu'il y a quand même 2 ou 3 petites choses à vérifier, surtout quand il s'agit de ce type d'approche. Alors, je dirais plus pour les constellations familiales et pour l'hypnose spirituelle.
où là, c'est peut-être bien quand même que la personne, le thérapeute, soit formé à d'autres thérapies, surtout dans la conduite d'entretien ou l'accompagnement thérapeutique. Alors peut-être pourquoi pas de la PNL, de la psychologie, de la conduite d'entretien, de la psychopathologie clinique, pour avoir quand même des bases d'accompagnement à minima, quand même, pour pas faire n'importe quoi. Ou pour pouvoir accompagner aussi en individuel quand on fait des constellations, de pouvoir aussi proposer un accompagnement individuel quand la personne vit mal une constellation, ce qui peut arriver. C'est rare, mais bon, voilà, ça peut être bouleversant pour certaines personnes. Voilà, donc je dirais que c'est des petites choses quand même à vérifier pour éviter certains écueils. Okay. Après, c'est de tester si voilà, après le feeling passe bien, l'intuition, voilà, ça c'est une question d'intuition, c'est une question de sensation. Et donc faire attention quand même qu'on n'est pas sur des choses trop spirituelles, mais complètement déconnectées d'une base d'accompagnement, voilà, un minimum structuré. Ok. Il y aurait tellement de choses à dire là. Ouais, ben oui. Alors écoute, on va prendre les questions des auditrices parce qu'il y a Sophie et Céline qui attendent des réponses. Voilà. On va prendre Sophie qui est arrivée en premier. Alors, est-ce que tu peux aider des personnes qui ont fait des NDE ou des EMI? Alors, EMI, expérience de mort imminente, ou NDE, Near Death Experience, c'est le moment où on est proche de la mort et où on vit des expériences de conscience élargie. Je dirais d'une manière générale, parce que la question est très large, ces personnes ne sont pas différentes d'autres personnes, même si elles ont vécu une expérience extraordinaire. Et je dirais que potentiellement, elles ont une ouverture encore plus importante sur ce type de thérapie. Donc la réponse est oui. Après, ça dépend. Quand on dit peut-on aider ces personnes, c'est qu'est-ce qu'elles en ont retiré de cette expérience et qu'est-ce qu'elles veulent travailler par rapport à ça, si c'est lié à cette expérience ou à une autre problématique dans leur vie. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. D'accord. Voilà donc en tous les cas, déjà, tu la regardes pas bizarrement si elle te dit qu'elle a été tout l'univers, qu'elle a tout vu, tout senti, tout. Voilà. Okay. La question de Céline. Les différentes thérapies présentées paraissent proches du décodage biologique. Ok, décodage biologique. Est-ce que pour toi c'est différent ou est-ce qu'il y a des similitudes? Très honnêtement, je ne suis pas du décodage biologique, même si je connais un peu la symbolique du corps, mais les techniques à proprement parler, énergétiques ou autres, en décodage biologique éventuellement, si on parle d'énergétique, je dirais que ce n'est pas, même s'il y a forcément un champ énergétique et un champ informationnel qui est là, auquel on a accès, particulièrement pendant les constellations familiales, que Rupert Sheldrake nommait le champ morphogénique. On ne travaille pas de cette manière-là, ni en hypnose spirituelle, ni en sophroanalyse, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des présences. Par exemple, moi j'ai été confrontée dans certaines séances à il y avait avec l'embryon, enfin le client qui était au stade embryonnaire ou fœtal dans le ventre de la mère, qu'il y ait des présences autour de lui. Un peu comme des fantômes. On fait avec. Et en fait, il s'agissait de protagonistes de vie passée avec qui le contentieux n'avait pas été réglé, voire avec des ancêtres. Donc, on intègre ces informations-là comme en constellation familiale, comme en sophroanalyse. Mais par contre, ce n'est pas à proprement parler un travail de décodage biologique ou énergétique. D'accord. Même si l'énergie passe, parce que l'énergie est un champ d'information qui nous apporte des informations, bien évidemment. D'accord. On a une autre question qui, tu parles bien dans ton livre et tu les détailles pas mal. Les situations déclencheuses qui incitent en fait à démarrer une thérapie de l'âme. Donne-nous des exemples types, peut-être un ou deux, mais tu en parles, voilà, tu les décris beaucoup et quelque part tu les passes vraiment presque tout en revue, je dirais. Mais voilà. Ça, oui, dans le livre, je décris énormément de profils cliniques par rapport à des enfants, etc. Donc tout ça est détaillé. Alors juste
bah voilà, ça peut aller d'une personne qui va être systématiquement, elle va perdre ses moyens quand elle prend parole à l'oral. Elle va être tétanisée, comme dans un état traumatique, totalement figé. Ça peut être ça. Et c'est quelque chose de tellement fort et de tellement récurrent qu'à un moment donné, elle voudrait se libérer de ça. Ça peut être une personne qui a 30 kilos en trop, qui ne sait pas d'où ça vient, qui a tout fait, qui a déjà fait beaucoup, beaucoup de approches, etc. Et ça persiste. Donc là, il y a des choses où ça va être profond. On va pouvoir aller en sophroanalyse notamment. Il y en a d'autres. Ça va être des stratégies d'autosabotage, voire d'autodestruction avec de la mésestime, avec de la culpabilité, avec voilà, c'est des choses qui sont très présentes, qui vont la handicaper et donc ça va amorcer un travail plus profond guidé par son âme, clairement. Et parfois, moi j'ai des personnes qui viennent consulter qui sont suivies en psychanalyse ou en psychothérapie ou en EMDR, etc. Et puis en parallèle, nous, on travaille en constellation familiale, en sophroanalyse, voire en hypnose. Tout est pour moi complémentaire. Après, il y a des choses, faut pas qu'il y ait trop d'interférences. Voilà, faut pas non plus se diluer ou se disperser dans trop d'approches, parce qu'on ne sait pas quelle est l'approche qui apporte quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a une constellation familiale peut déclencher une découverte qui va amener à un travail plus profond. Le fait par exemple, c'est quelque chose qui arrive à nos enfants. Et on se dit, mince, pourquoi mon enfant est comme ça avec moi? Pourquoi il est comme ça d'une manière générale? Enfin, voilà, avec toute la culpabilité qui va avec, et ça va amener à un travail. Okay. Ou des schémas qui se répètent en boucle, de plus en plus fort. Bon, bah, quand on en a marre de se prendre des murs, à un moment donné, que ce soit dans des relations de couple, on attire toujours le même genre de personnes et ça va pas, ou on n'arrive pas à en rencontrer, ou voilà, donc des tristesses très profondes dont on n'arrive pas à se libérer, avec un état dépressif latent, permanent. Ou après des addictions. C'est très large, ça peut être des phobies aussi. On a Jennifer qui nous demande, en fait, qui nous dit, l'âme, finalement, c'est comme des annales akashiques. Ça détient toutes les informations de nos vies passées. Oui, tu parles à un moment donné de grande bibliothèque, donc ça nous y fait penser. Justement, pour les annales akashiques, ou ce que moi j'appelle la bibliothèque spirituelle ou du savoir, dans l'entre-deux-vie, qu'on n'a pas pu évoquer beaucoup aujourd'hui. L'entre-deux-vie, c'est voilà, d'autres espaces, on va dire, qui ne sont pas dans la dimension terrestre et qui vont permettre, voilà, comme les annales akashiques ou la bibliothèque du savoir, où sont stockées un certain nombre d'informations. Alors, est-ce que c'est l'inconscient collectif de Jung? Là, c'est la grande question. Mais oui, on peut avoir accès à beaucoup d'informations qui sont déjà préexistantes, auxquelles on peut avoir accès. Après, dans l'entre-deux-vie, il y a aussi d'autres endroits où on peut se balader. L'hôpital spirituel, où on va recevoir des guérisons quand on a vécu des vies assez lourdes et très impactantes sur les différents corps subtils. On peut rencontrer notre famille d'âme, qui va être d'un précieux soutien, qui va nous donner des conseils extraordinaires. On peut rencontrer le conseil des sages pour parfois essayer de négocier certains points de notre contrat ou de mission de vie. On peut découvrir et avoir des informations sur notre mission de vie, ce qu'on peut aussi découvrir avec la sophroanalyse. Il y a des séances qu'on appelle préincarnation, qui nous amènent à reprendre la paternité de la décision de nous incarner, parce que c'est bien nous qui avons choisi, et qu'on le fait dans une visée très très spécifique, avec des objectifs, des grands axes très spécifiques, donc une mission d'âme, une mission de vie, qu'on pourra ensuite traduire d'une multitude de façons dans la matière, mais en tout cas de reprendre la décision de pleinement être content d'être là et de faire ce qu'on a à faire ici-bas. Ce qui fait des fois à beaucoup de personnes, moi la première, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. C'est passionnant, Stéphanie. Je te remercie beaucoup. Et en fait, on ne va pas avoir le temps de traiter toutes les questions parce qu'on doit se quitter dans 1 minute. Je remonte la couverture. On peut faire un autre webinaire dans ce cas-là, peut-être. Mais oui, mais absolument. Les petits sondages. Oui, qui est là pour un prochain webinaire avec des questions peut-être plus précises. Évidemment, on ne peut pas répondre oui. Alors oui, disent voilà. Donc on va voir ça. En tout cas, évidemment, tu ne peux pas répondre à toutes les questions sur des
Il faudrait plus de temps, mais avec grand plaisir. Voilà, des histoires très précises, mais tu peux nous aider à nous repérer dans tout ce champ des thérapies absolument passionnant. Oui, et peut-être après la lecture du livre, eh ben pourquoi pas, allons-y, on peut aussi lancer quelque chose qui est un retour d'expérience après la lecture du livre. Ça pourrait être une très bonne idée. Merci beaucoup en tous les cas, Stéphanie Kazmarek. Et moi, j'avais juste un petit message. Merci pour toutes ces questions pertinentes. Et puis, j'avais un petit message aussi à toutes ces personnes qui sont en recherche ou curieuses. Vivez l'expérience et voyez par vous-même. C'est hyper important de vous donner cette alternative-là, même si ça dépasse votre cadre de croyance. Voilà, et ça peut vous apporter des choses incroyables si vous avez au moins cette ouverture-là. Et ça peut changer votre vie pour le meilleur. Donc, c'est peut-être voilà, un pari à prendre de sortir parfois de de sa zone de confort. Super. Merci beaucoup. Alors, à bientôt peut-être sur les ondes. Ah oui, à bientôt Stéphanie. Merci, merci, merci Duc. Au revoir. Au revoir.